Ça y est, le patient suivi pour une hépatite C dans le XAPA va pouvoir enfin accéder au traitement. Valérie, peux-tu nous dire si tu modifies quelque chose dans son traitement de substitution juste avant de débuter le traitement de l'hépatite C? Non, pas du tout. Je pense que c'est important de garder le schéma, parce que c'est un schéma généralement installé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il n'y a aucune recommandation à le modifier, d'autant qu'il n'y a pas d'interaction entre les nouvelles molécules et le traitement de substitution. Et souvent, ces traitements sont délivrés de façon hebdomadaire. Il faut garder cette délivrance hebdomadaire. Est-ce que parfois tu es amené à les voir plus souvent? Est-ce que ça va modifier le rythme de délivrance du traitement de substitution? Non, alors il y a certains patients, en fait c'est un schéma à la carte. Donc il y a des patients qui, pendant un certain temps, vont nécessiter une délivrance quotidienne. Et je crois qu'il faut vraiment rester sur ce qui est établi à un moment donné et ne pas le modifier. Alors, il y a une légende qui veut que les patients d'Exapa ont une mauvaise observance au traitement, que ce soit le traitement de substitution, mais surtout le traitement de l'hépatite C. Qu'en est-il en fait? C'est une fausse légende. Ouf. Donc ces patients, en fait, je trouve, moi, et ça a été démontré dans la littérature médicale, ont une observance qui est, à partir du moment où les choses sont bien cadrées, bien expliquées, qu'il y a une prise en charge globale, les patients ont une observance au traitement qui est tout à fait standard, en fait, par rapport à la population générale. Alors, tu n'es pas tous les jours dans le XAPA, donc est-ce que tu impliques d'autres personnes dans le XAPA pour suivre ce patient pendant son traitement? Est-ce que l'ensemble du XAPA va être motivé par rapport au traitement? Comment ça se passe dans les faits? Tu as raison, c'est la clé du succès, en fait. C'est la mobilisation de l'ensemble de l'équipe, quelle que soit la personne, en fait, qui intervient autour du patient usager de drogue. Et donc, je pense qu'il faut sensibiliser tout le monde, l'éducateur, l'assistante sociale, l'infirmière s'il y en a dans le XAPA, le psychiatre, le médecin généraliste. Toute l'équipe doit être sensibilisée et c'est comme ça qu'on arrive à amener les patients au traitement et à optimiser justement cet accès au traitement. Alors, une des causes rares d'échec du traitement est la survenue d'interactions médicamenteuses, que ce soit avec des médicaments habituels ou de l'automédication, même d'autres produits. Donc, comment tu fais pour informer et suivre le patient par rapport à ces interactions médicamenteuses? Comme pour tout patient, quel qu'il soit, l'évaluation pré-thérapeutique comporte cette analyse-là. Et donc le recueil de l'ensemble des thérapeutiques prises au long cours par le patient. Il est extrêmement important de le sensibiliser à ces interactions potentielles, et notamment, une fois que le traitement est démarré, au fait qu'il doit solliciter systématiquement les pathologues si un nouveau traitement doit être mis en place, même pour une durée courte, et aussi le sensibiliser à l'automédication et à l'impact délétère potentiel de cette automédication, même pour des produits en fait, qui peuvent sembler d'un usage tout à fait banal pour le patient. Donc il a les coordonnées du XAPA où il peut appeler le plus souvent possible. Malheureusement, j'imagine pas le week-end. Non, pas le week-end, mais je crois que c'est... Alors c'est vrai que si on pouvait être joignable tout le temps, ça serait l'idéal. Il y a peu de traitements qui nécessitent une introduction dans l'urgence. Et si c'était le cas, il y a toujours moyen de trouver un référent, un hépatologue dans un service hospitalier qui puisse répondre à la question. Alors ces patients, il faut que tu les revoies toutes les 4 semaines pour la délivrance du traitement. Est-ce que c'est une occasion pour toi de reformuler des choses? Comment se passe cette consultation de renouvellement de traitement? Alors moi, ce que je fais, c'est que la prescription, je la fais pour la durée totale de traitement et l'ordonnance est remise à un référent dans le XAPA. Et après, il y a la délivrance aux patients du produit. Et donc moi, ce que j'aime faire, c'est la délivrance séquentielle de ces traitements. Je pense que c'est un point important pour l'observance. Et cette délivrance, je la cale sur le rythme de délivrance du traitement de substitution. Donc si quelqu'un vient chercher sa méthadone tous les jours, on lui donne son traitement antiviral tous les jours. Si c'est toutes les semaines, c'est toutes les semaines. Si c'est tous les mois, c'est tous les mois. Donc c'est vraiment un schéma à la carte. C'est à la carte. Oui. Et alors, est-ce que pareil, j'imagine que tu fais un bilan sanguin pendant le suivi du traitement. Est-ce que là aussi c'est à la carte? Quels sont les points que tu fais et quels sont les points que tu ne fais pas en fonction du capillar veineux du patient? Donc effectivement, c'est une adaptation au patient d'une part et à son capital veineux. Ce qui est important, c'est le bilan pré-thérapeutique qui est quand même indispensable chez ces patients-là. Mais on peut surseoir à certains bilans per-thérapeutiques. Et si vraiment on a un état veineux ou une crainte des prélèvements sanguins qui font qu'on n'a pas envie de tout faire, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir le bilan de fin de traitement, donc à 8 ou 12 semaines en fonction du schéma qui aura été retenu. Très bien, merci. Et rappelez que la guérison, c'est dans 99% des cas. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous donner, là, pour conclure, des éléments clés pour le suivi de ces patients pendant le traitement de l'hépatite C?
Je crois vraiment que la prise en charge et la mobilisation de toute une équipe autour de ces patients pour les amener au dépistage et puis au traitement, puisque c'est quand même l'objectif du dépistage, est vraiment un élément majeur. Et c'est le moyen, à mon sens, de pouvoir faire bouger les lignes dans la prise en charge de cette population un peu particulière. Et je crois qu'il faut vraiment considérer ces patients comme des patients lambda, en ayant ces petites adaptations qu'on a évoquées au cours de notre discussion sur la délivrance, les modalités de délivrance éventuellement. Merci Valérie. Merci Victor.